Salut la team. Voilà, c'est parti pour mon premier résumé de livre. Donc c'est le premier livre, c'est Profession entrepreneur libre. C'est l'écrivain donc c'est Sébastien Knight. Sébastien Knight, c'est un ancien de Centrale, l'école centrale. Donc il a travaillé à Unilog. Et il a commencé à entreprendre très très tôt. Euh, Il a commencé déjà, première chose à faire, au début, il faisait des formations de la danse de salsa dans un bar. Après, il a commencé à faire l'école de séduction pour célibataires. Et là, il s'est spécialisé dans l'entrepreneuriat. Donc, il forme des entrepreneurs. Euh, pour ce livre-là, pour commencer, donc, il parle de la folie d'entreprendre. La folie d'entreprendre, comme quoi il faut être fou pour entreprendre. Pourquoi il faut être fou pour entreprendre? Parce que tout d'abord, il y a 79 raisons pour ne pas entreprendre. Parmi lesquelles, entreprendre en France, c'est s'exposer aux impôts, aux taxes. Entre, être entrepreneur riche en France, c'est mal vu. Etc., etc. De preuve, par exemple, le fait de risquer ses deniers, son épargne, et enfin, pas mal de choses. 79 raisons. Enfin, en face de ces 79 raisons, 9 raisons seulement qui nous poussent à entreprendre. Ces 9 raisons, il est ici, donc choisir librement ses horaires, aligner ses valeurs avec sa passion, euh, reconnaissance de sa qualité de travail, gagner plus d'argent, ne plus demander de permission à son patron, mission, donc faire sa mission de vie, et cette mission de vie, personne ne va la faire à notre place. Notre peur est notre guide, donc c'est la chose dont nous avons peur, c'est ça qui est notre destinée. Appel intérieur qui est impossible à faire taire. Donc on a tous cet appel intérieur qui nous appelle à être indépendants financièrement, à ne pas être sous les ordres de quelqu'un. Après, donne quelques punchlines parmi lesquelles, donc 5G ne rend pas heureux. 5G, faire comme les autres, être salariat, être sous un patron, ça ne rend pas heureux. Au bord du burn-out, à force d'écouter, de travailler, de faire plaisir à son patron, faire plaisir à ses collègues, ça pousse au burn-out. Se regarder dans 10 ans. Dans 10 ans, il se connaît toujours dans la même routine, travail, dodo. Hier trop jeune, demain trop vieux. Cette crainte également, que cet appel intérieur, à force de le refuser, aujourd'hui on est trop jeune, on a besoin d'expérience, etc. Demain on sera trop vieux. Le message devrait survivre au messager. Donc ça, c'est quand on est dans le salariat, on, on donne rien, on n'amène rien de nouveau pour l'humanité et on ne laisse rien derrière nous. Tandis que quand on est entrepreneur, on laisse beaucoup de choses derrière nous. Voilà, donc c'est pour le lancement. Pour l'idée déjà, avoir la volonté de se lancer. Après, il va dans trouver l'idée. Comment trouver l'idée? Il cite, euh, il cite six choses qui sont autres, enfin qu'il faut pas, qui, qui cite six choses qui nous montrent comme quoi l'idée elle est pas bonne. C'est l'idée, on a peur d'en parler autour de nous, c'est pas bon. C'est, on a peur de se faire piquer l'idée, c'est que c'est pas bon, c'est une idée c'est que l'idée elle est pas bonne. Peur de casser la magie de l'idée en parlant, on commence à la dispatcher autour de nous. Peur que ça aille trop lentement, un manque de logique, c'est une idée qui est pas logique. Et ne pas avoir regardé si l'idée elle existait déjà avant nous et si elle marchait ou pas. Et s'il y avait un marché déjà, s'il y avait un marché dedans ou pas. Et là, il nous donne quelques éléments, enfin un outil, c'est quatre questions en forme de tableau. Et ces quatre questions qu'on doit se poser, enfin, qui sont là pour nous orienter vers notre projet. Premier point, c'est cadeau inespéré. Cadeau inespéré, c'est quoi? C'est un événement dans notre jeunesse, dans notre vie qui nous emmène, qui nous pousse vers une direction, vers une idée, vers le projet, vers un projet. Deuxième point, moment désespéré, c'est les épreuves que nous traversons. Et ces épreuves,
elle nous pousse donc à créer, à trouver notre solution. Et donc lui, il dit quoi? Il dit que comme nous avons pas passé ces épreuves-là, il y a d'autres gens qui traversent ces épreuves également. Et que comme nous, donc on a trouvé la solution, il y a ces gens-là qui cherchent des gens qui vont qui vont leur donner une solution. Donc ça nous donne l'idée. Euh, le plaisir 3, vous savez en question, le plaisir intempéré. C'est voilà, c'est le hobby, la passion. On a tous une passion que quand on est dedans, on voit pas l'heure passer. Il dit ça, ça nous oriente vers le projet. Quatrième point, rebelle, exaspéré. Rebelle exaspéré, c'est quoi? C'est Sabrina, Tania qui voit que la femme, la mère, elle est toujours occupée par ses enfants, etc. Et elle a cette idée de créer le coworking, donc un endroit où on peut faire beaucoup de choses en même temps. Et donc elle est exaspérée de voir que rien n'est fait pour la mère. Sabrina, par exemple, qui voit que l'école, elle mène, enfin, elle crée l'échec, 80% de l'échec. Donc et voilà, ça la pousse vers une autre école. Voilà. Après, et on va sur le choisir son projet. Comment choisir son projet? Donc maintenant, on a des projets, on a cette volonté de se lancer, mais on a plein de projets en tête. On n'arrive pas à se décider. Comment se décider? Il donne quelques astuces. Première astuce, il dit que on doit se lancer sur le projet dans lequel on a le plus de ressources. C'est quoi ces ressources? C'est l'argent tout d'abord, l'offre, une offre de une solution, une offre qui s'offre à nous, un produit, liste de produits ou liste de contacts, notoriété dans ce domaine-là, dans le domaine, relations dans le domaine et compétences dans le domaine. Et là, il dit, on prend ces points-là, on prend une feuille et un papier, on prend une feuille, un stylo, et pour chaque projet, on note, et on donne une note sur 10 par rapport à ces ressources-là. Donc l'argent, l'offre, le produit, la liste, la notoriété, les relations et les compétences. On met 7 sur 10 pour chaque projet dans lesquels on n'arrive pas à se décider. Et là, il y a interdiction de mettre la note 7, parce qu'il dit la note 7, c'est quand on n'arrive pas à noter quelque chose, on met 7. C'est ni bon ni mauvais. Interdiction de mettre la note 7. Et le produit ou le business qui reçoit, le projet qui reçoit le plus de notes, la meilleure note, c'est celui-là dans lequel on doit se lancer. Un autre astuce aussi, c'est de prendre, par exemple, on est entre deux projets, prendre une pièce et mettre, par exemple, pile projet 1, face projet 2. On lance la pièce. Si ça tombe sur la pile, on voit notre réaction émotionnelle face à ce résultat, à la pièce. Si jamais ça tombe sur un projet 1 et notre réaction elle est une petite déception, là ça veut dire qu'il faut se lancer sur le projet 2, etc. Et là, après, l'étude de marché. L'étude de marché, c'est l'élément qui dit que c'est le plus important. C'est le plus important, l'élément le plus important dans tout le projet. C'est celui-là, c'est grâce à celui-là qu'on va savoir si qu'on va gagner et réussir ou rater. L'étude de marché, donc il faut trouver des une liste de contacts, des clients potentiels. Il faut au minimum 100 personnes. 100 personnes. Et ces personnes-là, on leur envoie donc comme un questionnaire, une enquête. Et cette enquête-là, il doit y avoir 7 questions. Lui, il donne les 7 questions. Première question, c'est d'écrire le rêve. D'écrire ton rêve. On poserait la question au client, d'écrire ton rêve. Deuxième question, quel est le problème que tu n'arrives pas à trouver de solution? Troisième question, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu prononcerais comme formule pour résoudre ton problème? Question, voilà, voir c'est que leurs questionnements et leurs objections. Faire attention à leurs questionnements et leurs objections par rapport à. Et cinquième question, repérer les solutions alternatives, c'est-à-dire repérer les solutions alternatives qu'ils ont déjà essayées pour ne pas tomber dans la même erreur. Estimer le budget, ça va nous donner la gamme de business qu'on va lancer. Et septième question, leurs coordonnées. Pour une fois qu'on
on va lancer le projet, commencer par eux. Donc l'étude de marché toujours. Et lui, il dit c'est bien, avant de lancer son projet, d'avoir un blog avec des lecteurs réguliers, newsletters, etc. Enfin, grâce à ça, on va pouvoir avoir des clients potentiels. Et c'est grâce à ces blogs, etc. Comme il cite l'exemple de sa femme qui avait fait qui avait fait un blog sur l'éducation, justement l'éducation alternative, et qui grâce à elle avait un blog et elle écrivait quotidiennement et grâce à ça elle avait des milliers de clients potentiels et c'est avec ces milliers potentiels elle leur a envoyé l'enquête donc l'étude de marché et c'est comme ça qu'elle a pu donc oui excusez-moi donc grâce à ça elle a pu façonner son projet. Donc après aussi il parle de par rapport au nom du projet. Lui, il donne l'astuce de test A et B. Si on a plusieurs noms, on n'arrive pas à se déterminer. Pose la question à ses contacts entre A et B. C'est plus facile à avoir de réponses que quand on demande la question, j'arrive pas à trouver un nom, aidez-moi. Parce que quand on pose la question A et B, là selon la réponse, la majorité des réponses, on va avoir le nom de projet, le nom de l'entreprise. Euh, Après, il parle aussi de l'avatar. Ce qu'il appelle lui l'avatar, c'est le client cible. Le client cible. Et il dit donc il y a plusieurs. Donc l'avatar particulier, il y a plusieurs. Déjà par rapport à la gamme, il y a bas de gamme, haut de gamme, produit cher, produit pas cher. Lui, il conseille pour lui, il dit il vaut mieux aller sur le produit cher. Il vaut mieux fixer des clients à haut potentiel, à haut revenu. Pourquoi? Il dit parce que dans le sommet, il y a moins de concurrents. Il dit après, une fois qu'on a gagné les hauts potentiels, donc les hauts revenus, on peut descendre en gamme. On peut créer d'autres gammes accessibles à tout le monde pour beaucoup de gens. Il dit mais c'est pas parce que si on se lance sur des bas de gamme, il y a beaucoup de concurrence. Beaucoup de concurrence. Euh, Après, il part dans le lancement. Et là, dans le lancement, donc il commence à parler le problème de capital, le problème d'argent. Il dit il y a il y a des projets où il n'y a pas besoin trop d'argent. Tout ce qui est infoprenariat, par exemple, tout ce qui est e-learning, etc. Bah, des formations, développement personnel. Ça, c'est des domaines où il n'y a pas beaucoup d'argent, à part la formation. Les formations que fait celui qui veut se lancer dedans. Mais dès après, pour se lancer, donc il n'y a pas trop besoin d'argent. Il parle de dropshipping. Dropshipping, il n'y a pas besoin d'un grand capital. Également, crowdfunding pour demander de l'aide, récolter de l'argent pour demander de l'aide. Et la prévente, donc prévendre son projet de lui avant de le concevoir, avant de l'avoir. Ça, il donne quelques exemples de gens qui ont pu se lancer grâce à ça. Pour le crédit face aux banques, il donne l'exemple de La Roche. La Roche, il dit un jour, lui, il a eu pas mal de refus pour un crédit, pour même pas pour un refus, pour augmenter son autorisation son autorisation enfin, de découvert. Et il dit comme quoi, après plusieurs refus, il est parti voir les conseillères, sa conseillère, il lui dit, imaginez que vous avez vous devant vous Xavier Niel. Xavier Niel, est-ce que vous lui refuseriez une augmentation de découvert? Et donc il l'a eu grâce à ça. Il a eu son augmentation grâce à ça. Euh, Après, donc il dit qu'il faut utiliser pour lancer son projet ou son produit ou son offre, il faut utiliser les leviers émotionnels. Ce qu'on avait les leviers émotionnels, c'est dans le livre Psychologie de la persuasion. Donc les leviers, rapidement, hein, c'est la réciprocité, l'engagement et la cohérence, l'autorité, l'épreuve sociale, la rareté, appréciation, contraste. Donc la rareté, c'est connu, preuve sociale, donc il y en a pas mal qui utilisent les influenceurs, la cohérence, la personne qui dit voilà, on lui pose la question est-ce que vous aideriez les plus démunis? Et il dit oui, moi je les aiderais si jamais j'en trouvais. Et là où on lui propose d'aider un démuni,
Donc par cohérence, il aura du mal à refuser. La réciprocité, c'est le fait de rendre la pièce, quoi. C'est quelqu'un qui aura un service, on aura du mal à lui refuser un service qu'il demande. Après, face au client, comment on doit se comporter face au client, déjà, il faut être rassuré. Pour être assuré, il faut bien maîtriser son domaine. Et adéquation aussi bien physique que linguistique, par exemple. Physique, c'est de s'habiller par rapport à l'occasion. Si on a face à nous des clients, chefs d'entreprise, c'est pas pareil que si on va vers des sportifs, exemple. Euh, Également pour la terminologie utilisée, pour le langage utilisé. Chaque domaine a son propre langage. Dans l'éducation, dans tout ce qui est dans l'éducation, c'est un langage. Le développement personnel, c'est un langage, etc. Attractif, pareil, physiquement et aussi en présentation. Il parle d'expérience. Euh, pour le jour du lancement de projet, comment faire une offre irrésistible, comment faire un lancement orchestré, ce qu'il appelle lui le lancement orchestré, c'est tout d'abord créer de l'anticipation. Créer de l'anticipation, c'est-à-dire avant de lancer son projet, prévenir comme quoi on va lancer un projet à sa liste de contacts, sa liste de clients potentiels, avec un délai, ça va venir tel jour, savoir à qui s'adresser, où s'adresser, faire une promesse captivante. Et ça, on le voit pas mal, je trouve, dans les publicités sur Facebook, ça, sur ceux qui vendent, soit dans les formations immobilières, soit dans les formations de développement personnel, on voit pas mal. Maintenir de l'intérêt, donc grâce à des envois de courrier réguliers, euh, faire une offre irrésistible, surtout les premiers clients, voilà, on leur met pas plein les yeux. Donc ça, aussi utiliser la rareté et l'urgence. Par exemple, si on lance un produit ou une offre, et il faut que cette offre-là soit réservée, par exemple, son premier, comme on trouve souvent, il dit c'est incompréhensible qu'on fasse un nouveau produit, on ait plus que ce qu'il y a de clients. Il faut que le produit soit limité. Comme ça ça crée la rareté, ça suscite la rareté. Alors, après, pour finir, donc il dit une fois qu'on est dans le lancement, une fois qu'on est dans le projet, il y a des hauts débats. Il dit il y a des bas, comment ils appellent ça, c'est le bas de la vague, voilà le bas de la vague. Le bas de la vague, il donne l'expression qu'on entend souvent, si tu traverses le désert, continue de marcher. Il dit il y a des fois des difficultés, il y a même des fois l'entreprise elle ne marche pas. Il dit ça doit nous permettre à faire une remise en question sur soi-même, c'est s'alléger de choses inutiles, futiles. Euh, Ça nous pousse à nous en sortir, à sortir de notre confort. Euh, Après, il parle des fuites. En fait, c'est quoi les fuites? Il dit il faut faire un tableau avec toutes les tâches qu'on fait. Et ces tâches-là, il faut trier les tâches qui nous rapportent de l'argent et les tâches qui nous font perdre du temps et nous font perdre de l'argent. Il dit se fixer, travailler sur ce qui te rapporte de l'argent. Commencer par ce qui te rapporte de l'argent. Sur le reste, c'est que secondaire ou futile. Après, pour finir, il dit le plus gros du problème, donc ton problème, c'est de croire que tu en as un. Et il cite l'exemple, par exemple, de gens qui sont arrivés à des sommets. Il donne le nom d'Yvon. Il a créé une entreprise, et il est arrivé à, il a fait beau, il est monté très vite. Mais comme ça a fait de bénéfices, il a créé une autre société, mais il s'est éparpillé en recrutant des gens qui ne sont pas comme lui, ils travaillent pas comme lui, et ça a coulé, ça fait que ça a coulé ces deux sociétés. Mais ça a été un feedback pour lui, et il est remonté, s'est relancé en association avec quelqu'un d'autre, et grâce à son feedback, donc là ils gagnent, ils sont arrivés à leur million. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, et bonne soirée, bonne journée, bonne soirée.